Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite purge au sein de l'effectif du PSG avec le milieu de terrain où le problème n'est pas quantitatif mais bien qualitatif et l'attaque où là ça va être électrique, on va faire des choix parce qu'il faut quasi tout reconstruire selon moi. Bref, on va énumérer les joueurs, leur situation avant de délibérer. Commençons avec Marco Verratti, pour moi le seul qui est indiscutable en termes de performance, je précise. Tous les autres sont discutables. On peut s'asseoir autour d'une table, tous les avis, toutes les positions seront prises en compte. Bref, concernant Marco Verratti, depuis le début de l'année civile, il ne s'est pas blessé. Il enchaîne les matchs, il s'est trouvé une régularité, parfois brisé par ses suspensions un peu bébêtes, mais dans tous les cas, il est là. Et surtout, il finit les matchs dans tous les sens du terme. Il reste jusqu'à la 90e avec toute sa lucidité. Le fait que Marco Verratti ait la main sur les hanches à la 60e minute, c'en est plus un en fait. C'est devenu un mythe, tout simplement. Je trouve qu'il a pris en lucidité, en régularité, même au sein même d'un match en fait, même si on peut nuancer tout ça, sachant qu'en début de saison, il s'est blessé 2 fois 3 semaines. Donc évidemment, c'est un petit peu trop tôt pour prendre des conclusions, des conséquences. On espère que lors de cette trêve internationale, tout se passera bien. Pas de tournoi en juin, donc une vraie préparation physique pour lui cet été. Ça va faire du bien pareil, avant une saison qui s'annonce très chargé. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Cette fameuse Coupe du Monde au Qatar. Alors, à l'heure où je parle, Verratti n'y est pas puisque l'Italie est en barrage, mais on va faire comme si. Ils y étaient tout simplement parce qu'on le souhaite, bien sûr, pour Verratti et puis pour Gigio aussi. Bref, en termes de niveau de jeu, moi, je fais partie des gens qui disent tu peux critiquer l'investissement des Neymar, des Messi, des Marco Verratti et tout ça, mais faut pas oublier que les mecs, ils sont entourés de branquignoles, quoi. Donc là, la réalité, c'est que Marco Verratti, va falloir lui donner de vrais partenaires qui, en plus, le mettent en concurrence, permettent au PSG d'être un petit peu tranquille quand Verratti se blesse aussi, voilà. Et puis, bien sûr, qui réussissent à se connecter, à avoir de vraies complémentarités avec lui. Parce que c'est compliqué, il surnage tout le temps, mais il est un petit peu tout seul. Je ne le vends pas, évidemment. Verratti n'est pas touché, en plus... Au Real, à Santiago Bernabéu, il fait un bon match, comme d'habitude. C'est vrai, Riolo a dit que, je sais plus, il dit, on dit que Marco Verratti est le meilleur milieu de terrain, mais ce soir, il est encore nul à chier. Non, j'ai trouvé Marco Verratti, évidemment, il sombre un petit peu comme toute l'équipe, parce que tout le monde, à ce moment-là, flanche, mais globalement, dans sa globalité, il fait pas un mauvais match. Et puis surtout, la masterclass de l'aller, mon Dieu, heureusement qu'il est là, quoi. Bref. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Leandro Paredes, estimé à 20 millions sur Transfermarkt. Et attention, il y a un fait qui est important. Son contrat se termine en 2023. Attention. Voilà. Évidemment, il y a quelques informations. Alors, il n'y a pas d'informations qui vont dans le sens d'une prolongation. Lui-même avait parlé d'une prolongation. Mais visiblement, au sein du club, c'est pas le même son de cloche. Parce qu'il n'y a rien qui avance. Et bon, alors, aujourd'hui, c'est Leonardo. On sait très bien que dans 3 mois, ce sera probablement un autre. Donc la vérité d'aujourd'hui n'est sûrement pas celle de cet été, mais dans tous les cas, faut se poser la question. Là, c'est soit prolongation tout de suite, soit départ tout de suite. Pour Leandro Paredes, on va pas le laisser filer, sachant que c'est le milieu de terrain qui a la meilleure cote après Marco Verratti, en fait. En Italie, l'AS Roma, l'Inter Milan, la Juventus de Turin, ils peuvent très bien mettre un petit chèque sur lui. On rappelle qu'il est surpayé, 8 millions par an. On rappelle que sa saison, même si oui, je suis d'accord, ça je l'ai peu dit, c'est vrai que sa sortie au Santiago Bernabéu correspond au naufrage parisien. Voilà, tu peux prendre l'erreur de Donnarumma, mais pour moi, il y a aussi et le coaching d'Ancelotti, les entrées de Camavinga et Rodrigo, si je ne me trompe pas, et la sortie de Leandro Paredes. Parce qu'au milieu de terrain, techniquement, tu gères un petit peu moins. Tous les exploits parisiens, c'est vrai qu'il était titulaire. Contre Dortmund au retour, alors qu'à l'aller, il ne l'est pas. Au Final 8, il est là. Dans les grands matchs, globalement, c'est lui qui un petit peu organise le jeu. Je retourne pas ma veste, vous savez très bien que si on peut faire 30 millions sur lui, mais franchement, je l'emmène à l'aéroport. Maintenant, qui va les mettre, je ne sais pas. Et puis sa saison, pardonnez-moi, mais elle n'en reste pas moins mauvaise. On peut pas se contenter de ça avec Paredes, le mec a coûté 50 millions. Alors oui, vous allez me dire, plutôt que t'arrêter sur lui, arrête-toi sur les autres qui sont de bien plus gros flops. Icardi, 72 millions, ou Wijnaldum, même si c'est gratuit, tu vois. Le mec est fantomatique. Mais 50 millions, 8 millions par an, en début de saison, il se blessait et il préférait, en période de convalescence, aller en Argentine pour revenir sans rythme. Globalement, sa première partie de saison, c'est une bonne mi-temps contre Nantes en novembre, c'est tout. Sa mi-temps contre Bruges en septembre, elle est absolument honteuse. En seconde partie de saison, alors oui, il y a les matchs contre le Real, ok, c'est vrai qu'il répond globalement présent, voilà, sans plus. C'est pas non plus des masterclass absolues.
Et puis sinon, ben, pas grand-chose. Hein. Contre Monaco, encore une fois, il fait preuve de passivité. Évidemment, le mec est spectateur parfois au contre-pressing, et ça m'énerve plus que tout. Même s'il a du ballon, bien sûr. Donc c'est pas le premier à partir. Si on le garde, ça me dérange pas, mais le problème, c'est qu'il faut faire un choix là. Soit tu le prolonges, soit tu le vends. Moi, personnellement, entre une prolongation de 2-3 ans et une vente à 25-30 millions, je prends la vente à 25-30 millions pour Leandro Paredes. Derrière, évidemment que tu dois recruter 3-4 mecs. Mais ça change tout, en fait. Vous me dites, dans Paredes, tu veux le vendre, mais c'est pas le premier à vendre. Mais oui, mais derrière, tu recrutes 3-4 mecs, quoi. Tu fais un vrai recrutement. Donc le mec, t'inquiète pas que Leandro Paredes, on l'oubliera, hein, si tu fais un bon recrutement. Ensuite, Idrissa Gueye, si tu vends Paredes, pourquoi ne pas vendre Idrissa Gueye? Il a fait un bon match contre Manchester City en septembre. Après, plus grand-chose. Irrégularité, un petit peu de blessure. Une entrée honteuse au Santiago Bernabéu, complètement à contre-temps, à contre-courant. 5 mètres derrière l'adversaire, complètement mou en 1 contre 1. Techniquement, il est perdu, tout simplement. Donc là, c'est compliqué pour lui. Il commence à avoir de l'âge, tout simplement. Si on peut faire 15-20 millions, pas de problème. Allez hop, c'est parti. On l'emmène à l'aéroport, le petit Idrissa, parce qu'à un moment donné, tu fais des bons matchs, tu as des références, c'est vrai, mais elles sont conditionnées au style de jeu de ton équipe. C'est-à-dire que Gueye, si tu veux imprimer le jeu, si tu veux avoir la possession et jouer haut, il te servira à rien. Gueye, il faut que tu sois dans ce PSG qui défend, qui prend 30 tirs par match, qui subit pour que le mec surnage en fait, soit en sur-régime total et se démarque. Voilà. Parce que c'est pas un joueur qui va sublimer par lui-même. Donc, de ce point de vue-là, je me dis, cette philosophie déjà, je pense que le départ de Pochettino va faire qu'on va l'abandonner. Il faut arrêter avec ça. Hein. Toutes les masterclass du PSG en Ligue des Champions, avant Pochettino, c'était avec la possession. Voilà, le truc, les histoires de contre et tout ça, on l'a vu, c'est à la chance. Et au final, la chance, elle n'est pas éternelle. Hein. Au Santiago Bernabéu, ça t'est retombé dessus. Quoi, hein. Voilà. Tu maîtrises pas, tu maîtrises pas. En plus, t'es le PSG, t'as des faillites mentales, bref. T'as pas grand-chose pour jouer comme ça. Et puis, il y a le système A3 aussi. C'est vrai que Gueye, dans un double pivot, c'est pas très bon. Gueye, c'est plus un relayeur dans le 4-3-3. Et pour moi, il faut absolument privilégier le système A3 en 3-5-2 ou en 3-4-3. Bref, 15-20 millions, ça part. Mais encore une fois, cette vidéo est complètement idéale, parfaite, parce qu'on sait très bien que ça va être très compliqué de se séparer de nos joueurs qui sont surpayés, qui ont un bon cadre de vie, et surtout des formats qui seront proposés qui nous arrangeront pas en fait. Ça va être des prêts avec option d'achat qu'on va voir arriver sur la table. Danilo, alors c'est celui que je vais épargner parce qu'il fait une bonne saison. Paredes, Gueye, Danilo, Wijnaldum il est hors débat, c'est Danilo qui fait la meilleure saison pour moi. Il est polyvalent. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est capable d'évoluer un petit peu partout. Il s'est même trouvé un rôle de relayeur dernièrement. Il est très important dans la compensation. Voilà, dans ce fameux système asymétrique que serait une défense à 3, il pourrait avoir son importance. Techniquement, c'est pas le meilleur, mais il essaye de jouer sur ses qualités et il le fait plutôt bien. Là, il est dans une dynamique qui lui donne de la confiance. Alors évidemment, tu peux nuancer. Une fois que cette dynamique sera brisée, peut-être qu'il arrêtera de tenter ce qu'il tente aujourd'hui et ce qu'il réussit, à savoir des passes vers l'avant, jouer un petit peu plus haut, dans le dernier tiers, jouer avec un petit peu plus de sérénité, dans les petits espaces aussi bien combinés avec ses partenaires. Dans les airs, il apporte de la sécurité, dans les 1 contre 1, il est dur sur l'homme, c'est quelqu'un qui fait pas de problème dans le vestiaire. On rappelle que par rapport aux autres, le mec n'est pas surpayé, il gagne 2 millions par an, c'est vraiment une misère par rapport aux 10 de Wijnaldum et les 8 de Leandro Paredes. Donc bon, voilà, Danilo, personnellement, s'il reste, ça me dérange pas. Après, si on me propose 20 millions, une opération blanche, je réfléchis bien sûr. Voilà, tout simplement, parce que dans cet effectif, là maintenant, il va falloir avoir un petit peu de poigne, en fait, d'ambition. Et arrêter avec les joueurs qui sont mi-figue mi-raisin, qui sont dans une bonne dynamique, et vas-y que tout le monde s'enjaille. Dès que la dynamique est brisée, tout le monde veut le virer. Bref, là, il faut des vrais mecs. Wijnaldum, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Au début de saison, je me disais, bon, c'est vrai que le mec, il a commencé tôt, il a beaucoup de matchs, il a la trentaine. Il sort aussi d'un tournoi international avec les Pays-Bas où il a joué. Peut-être que physiquement, il est en dedans et qu'il va réussir à se trouver une dynamique. Au final, les 2-3 matchs qu'il a fait en novembre, là, qu'il a plutôt réussi, c'est ça qu'on appelle une dynamique. Tout le reste, mais c'est à jeter, c'est à chier complètement. Le mec touche quasi pas de ballon, moins que son gardien. Il est fantomatique, il ne le fait pas progresser. Dans les 1 contre 1, il est complètement mou en fait. Tu peux te plaindre de ses défauts techniques, mais même physiquement, il est plus dur sur l'homme, il a plus le volume de course, le volume de jeu qu'il avait à Liverpool. Le garçon est méconnaissable complètement. Alors il y a la dimension physique comme je le disais, il y a la dimension tactique.
C'est vrai qu'il passe de Liverpool, l'équipe la mieux rodée d'Europe, où tout le monde a des consignes, tout le monde sait ce qu'il doit faire, et c'est une des caractéristiques pour que Wijnaldum brille. Or, au PSG, t'as pas de consigne, t'es livré à toi-même. Évidemment, c'est le genre de joueur qui est complètement perdu, ça on l'a vu, hein. Quand il est dans ce genre de situation, de cas de figure tout simplement. Donc c'est triste, hein, ça me fait vraiment de la peine. Parce que le mec, il sert à rien, quoi. Et pour moi, aujourd'hui, je comprends pas pourquoi il est titulaire. Voilà, le mec continue à jouer, alors que t'as des Xavi Simons, des Edouard Michu, qui ne demandent qu'à jouer. Concernant les jeunes, tiens, justement, bon, je mets ces deux-là, les autres, on les compte pas trop. Simons, bah, il y a la question de la prolongation. On va faire comme s'il prolonge. Michu, il est coffré. Je préfère Simons à Michu. Michu, c'est vrai qu'il apparaît un petit peu plus timoré sur le peu qu'on a vu. Et puis physiquement, Simons me paraît un petit peu plus développé, même si on a encore vu le déficit physique quand tu arrives dès U19 en Ligue 1, lors de son match contre Rennes. Techniquement, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui fait du contre-pressing, qui s'investit dans les replis. J'ai envie de voir Xavi Simons. J'ai envie. Voilà. Parce qu'en plus, il est capable de jouer au milieu de terrain en tant que numéro 10. On l'a vu aussi avec les U19 dans un très bon rôle de faux numéro 9. Et aussi en tant qu'ailier droit. Il a joué dans cette zone lorsqu'il était en pro. Ailier droit, ailier droit. Donc voilà. Évidemment, le prêt. Kingsley Coman. Ah, j'aimerais revenir sur cette déclaration de Coman. Il dit, ouais, le PSG, si ça va pas avec les jeunes, c'est parce que tu essayes de les développer qu'à l'entraînement. Or, il leur faut du temps de jeu en match. Bon, là-dessus, il a raison. Et en plus, dans son cas personnel, le mec te dit, bah, moi, j'ai quitté le PSG parce que c'est pas un contrat que je voulais un prêt, en fait. J'ai demandé un prêt, on m'a même refusé un prêt. Mais ça sert à quoi? Tes jeunes, tu les prêtes pas. Ta politique est nulle de A à Z. Voilà, prête-les. El Shaddai, prête-le. Parce que El Shaddai, croyez-moi, on m'a posé la question hier dans les commentaires, je reviens vite fait sur la vidéo sur la défense. Le garçon a 16 ans, le Bayern est sur lui, c'est très bien. Bon, il est coffré, il y a le contrat jusqu'en 2023 ou 2024, je crois. Mais attention, à la relance, il y a des lacunes. Il est très très grand. Parfois, il manque d'explosivité, de réactivité et de vivacité, d'intelligence de jeu. Je dis pas qu'il est nul. Je dis qu'il y a des lacunes qu'on voit en U19. Et si tu les vois en U19, ça sent pas bon pour le monde pro, sachant qu'il y a un fossé entre les deux. Donc, qu'il travaille sur ces lacunes. Un prêt, pour moi, faut le prêter. Shadai Bichabu, faut le prêter. Michu aussi. En Ligue 1, pourquoi pas, parce que tu développes un petit peu tes caractéristiques physiques, le haut de ton corps, ton côté athlétique. Et puis, Xavi Simons, bon, je trouve qu'il est plutôt terminé. Il est aussi plus vieux que les deux autres. Hein. Donc, bon, à un moment donné, il faut passer le pas et le faire rentrer dans ta rotation. Et pour ceux qui disent, c'est pas le modèle et tout ça, pour moi, c'est bon. Tu te fais mitrailler par Wissam Ben Yedder, qui est originaire d'Île-de-France. En finale de Ligue des Champions, c'est Kingsley Coman, joueur formé au club, qui te fusille, qui t'extermine, qui te cloue tout simplement. Pour moi, c'est bon. À un moment donné, voilà, il faut remettre ce modèle, tout simplement. Il y a trop de messages qui font dire... C'est pas une vraie analyse, en fait. Mais pour moi, il y a trop de trucs qui me font dire que c'est irrationnel, quoi, en fait. C'est un modèle que tu dois appliquer, tout simplement, surtout quand tu es en Ile-de-France. Et surtout quand tu vois que ton modèle pour lequel tu optes ne fonctionne pas. Bref, Draxler, ça c'est pareil. Pourquoi on l'a prolongé? Ça, j'aimerais quand même m'arrêter sur Leonardo plutôt que Draxler, comme avec Kurzawa. Alors le mec, en plus, et il continue à être sélectionné en équipe nationale allemande. C'est vraiment incroyable. Hein. Il est champion du monde 2014. Il continue en 2022 à aller avec eux alors qu'il ne joue pas au PSG. Extraordinaire. En février, il faisait quelques bons matchs. Il a tout brisé avant le Real Madrid, le match contre Rennes, parce qu'il est fantomatique, parce qu'il fait n'importe quoi comme d'habitude, le Draxler qu'on déteste. Et depuis, il a perdu sa place, quoi. Hein. Il joue plus trop, on le voit plus trop. Si on peut le faire partir, on le fait partir. Moi, je pense quand même que le mec arrive dans la fleur de l'âge. C'est dommage parce que c'est pas le plus gros flop de l'RQSI, mais c'est vraiment un des plus gros regrets pour moi. C'est quelqu'un qui aurait vraiment pu, un joueur qui avait du ballon, qui avait du talent, quoi. Et le mec a préféré la vie parisienne. C'est dommage. Après, c'est vrai aussi qu'il arrive en janvier 2017 pour après recruter Neymar Mbappé. Pour lui, le faire repartir au milieu de terrain et essayer de lui trouver une place n'importe où. Tu te dis, en fait, au club, ça regarde pas plus loin qu'un mois après, quoi. La vision, elle est très court-termiste. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Rafinha, il va revenir de près. Bah écoutez, il va falloir essayer de le renvoyer quelque part. On l'a recruté, il n'a pas du tout le coffre, il n'est pas du tout fiable physiquement et athlétiquement, même si c'est quelqu'un qui techniquement peut t'apporter dans les sorties de balle et dans le dernier tiers du terrain. Au bout de la 30e minute, il est cramé. C'est Verratti, mais en x15. Donc à un moment donné, voilà, il a jamais rien montré au plus haut niveau. On va le renvoyer un cran en dessous. Espérons le vendre. Mais bon, dans tous les cas, bon, on l'a eu gratuitement. Il dérange personne. Là, il est au Celta. Il s'éclate un petit peu. Il a retrouvé des cheveux aussi. Donc bon, pour Rafinha,
on espère lui trouver un point de chute. Et puis en fin d'attaque, Mbappé part. Et écoutez, ça, personnellement, je me fais une raison sur ces questions de départ, tout simplement. Au fait, au début, je me disais, il n'y a qu'un scénario pour qu'il prolonge. Qu'on se fasse éliminer prématurément en Ligue des Champions. Parce que si tu la gagnes, le lendemain, il se barre. Voilà, il a rempli son job, donc là, il se casse. Mais si tu te fais éliminer en quart, en demi-finale, bon, là, il se dit, encore une fois, ça s'est joué à rien, il faudrait peut-être que je remplisse ma mission avec le PSG. Là, le scénario me fait dire que non, en fait, c'est pas possible. Et surtout la tournure des événements aujourd'hui, je me dis, non, le mec, mais qu'est-ce que tu veux le prolonger, quoi? Qu'est-ce que tu veux le prolonger? Dans le vestiaire, c'est n'importe quoi, c'est la débandade absolue, quoi. Le club ne réagit pas. Nasser, on l'a pas entendu. Leonardo, pareil. Pochettino, il est livré à lui-même. Il n'y a aucun joueur qui prend la parole entre eux et même face aux médias. Bref, le garçon se rend bien compte que c'est compliqué. Après, le Real nous a montré lors du Classico et la branlée qu'ils ont pris que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Hein. Voilà. Le Real, aujourd'hui, c'est une équipe qui nous a éliminés, bien sûr. Ça renforce la frustration que de se dire que c'est une équipe qui est un petit peu amorphe, tout simplement. Et que Carlo Ancelotti, il est un petit peu sur la sellette, encore une fois. Bref, on lui souhaite le meilleur, hein, on lui souhaite le meilleur, mais moi, le dicton qui me hante, en fait, c'est en attaque, tu dois virer tout le monde et garder Mbappé. Mais c'est Mbappé qui va partir et tu vas garder tout le monde. Ça me tue, ça me tue. Bref, Di Maria, pas de prolongation. J'ai fait une vidéo sur lui. Il commence à devenir un petit peu cramé, pente descendante. Bref, en plus, le gang des Argentins, il faut arrêter avec ça. Là, il nuit au vestiaire. Misons sur les Mendes, misons sur les Hakimi, les Donnarumma, les Verratti, la mafia sud-américaine. Stop, Di Maria, pas de prolongation. Messi, Neymar, alors là, je vais dire les termes. Ça ne se fera pas. Mais s'ils peuvent partir, qu'ils partent. Neymar, personne va pouvoir mettre sur son salaire et l'indemnité de transfert, à part un Newcastle ou un Manchester. Et le problème, c'est que lui ne voudra pas de l'Angleterre. Et à 30 ans, je ne suis pas sûr qu'il veuille de la MLS, surtout avec la Coupe du Monde 2022. Mais si pareil, à moins d'un retour au Barça, je vois rien en fait. Mais le Barça aujourd'hui, est-ce qu'ils ont grand intérêt à faire revenir Lionel Messi? Sachant qu'ils arrivent à performer, ils se sont trouvés une philosophie de jeu sans lui en fait. Voilà. En plus, la saison prochaine, je me projette en fait. Je me dis, mais ces deux-là, qu'est-ce que tu veux attendre mieux de ces deux-là la saison prochaine? Sachant qu'en début de saison, ils seront focus sur la Coupe du Monde, ils vont jouer sur la retenue, ensuite ils vont se barrer à la Coupe du Monde, et ils vont revenir, ils vont être complètement bouillis. Parce qu'ils vont avoir tout donné. Et parce qu'ils auront pris des coups aussi, et sûrement. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, moi je me dis en fait, il n'y a pas de perspective d'avenir. Donc autant tout reconstruire dès cet été en attaque pour moi. Mais ça ne se fera pas, évidemment, le club les retiendra, et surtout personne n'en voudra, parce que c'est évidemment un petit peu des poisons aujourd'hui, d'un point de vue tactique, bien sûr, avant tout, quoi. Voilà, jouer avec Neymar et Messi, c'est compliqué. Moi je refais la refonte totale en attaque. Au milieu, à la limite, bon, allez, les Paredes, les Danilo, s'ils veulent rester, ils restent, les autres, ça dégage. Par contre, en attaque, non, stop, ça suffit. Là, vraiment, on reconstruit tout de A à Z, parce qu'en plus, en termes statistiques, les mecs ne t'apportent rien. Icardi, on va finir sur lui. Picardi, c'est compliqué, parce que le seul prétendant possible, en fait, pour lui, c'était la Juventus. Or, ils ont investi sur Vlahovic, et aujourd'hui, ils peuvent même plus prolonger Dybala. Donc là, moi, je me dis, il y a une information d'RMC qui disait que le club et le joueur étaient d'accord pour se chercher une porte de sortie, mais va la chercher, la porte de sortie. C'est un labyrinthe, le truc. C'est la pyramide de Khéops, la porte de sortie. Il la trouvera jamais, en fait. Moi, je me dis, ça va être bouché complètement. Sachant que le mec ne veut que de l'Italie. Alors, l'Espagne, allez, ça peut jouer peut-être. Sur un coup de chance, ça peut passer. L'Atlético, peut-être. En Allemagne, laisse tomber. Personne n'en voudra. C'est pas le type d'attaquant qu'ils veulent. Et puis, lui, il voudra pas aller là-bas. En Angleterre, pareil. Personne n'en voudra. Personne ne voudra de sa femme. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui. Donc moi, je me dis que il va rester. Ou au pire des cas, avec Icardi, on va avoir le scénario à l'arrêt, quoi. Tu le prêtes, tu prends en charge le salaire, et en décembre, il revient. Résiliation de prêt parce que le mec n'est pas investi, il fait n'importe quoi. Moi, je pense que ça va être ça, une spirale négative. Je déteste pourtant promettre le pire au club, mais pour moi, sur ce dossier, on va connaître le pire, tout simplement. On va se le trimballer jusqu'à la fin de son contrat en 2024. Hein. Vraiment un des pires recrutements, si ce n'est le pire de l'ère QSI, ce Mauro Icardi. 72 millions, on le rappelle. 50 plus 22 de bonus. 10 millions par an de salaire. Extraordinaire. Masterclass. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On fait le ménage, vous l'avez compris. Plus en attaque qu'au milieu de terrain pour moi, en fait. Voilà, au milieu, il faut absolument recruter. Et en attaque, pour moi, là, c'est en attaque qu'il faut déconstruire pour reconstruire. Au milieu, tu peux garder Verratti, Paredes, Danilo, ça me dérange pas. Et tu peux aussi miser sur les jeunes. Xavi Simons, Michu. Mais par contre, en attaque, pour moi,
c'est fini, quoi. Les vieux, là, et tout ça, là, c'est mort, en fait. Mais ils ne partiront pas. Donc encore une fois, c'est une vidéo complètement idéale. Et bien sûr, on va revenir à la réalité cet été, lorsqu'on fera des vidéos, en prenant en compte le fait que Neymar et Messi jouent dans la même zone, sont titulaires indiscutables, que tu puisses pas les mettre sur le banc parce que sinon ils te font le bordel dans le vestiaire et humainement. Donc voilà, c'est un vrai traquenard, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est la révolution au PSG, je rigole bien sûr, cette vidéo est complètement utopique, il ne se passera rien, Nasser va rester, c'est limite à se demander si Pochettino va pas rester aussi, et bien sûr, bon, on va avoir 2-3 recrutements qui vont nous faire bander en septembre, et puis en février prochain, on reviendra évidemment à la case départ. Ciao les amis!